Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour, et voici la suite de l'épisode avec Olga Alexandrova, auteure du livre Le guide de la santé psychospirituelle. Bonne écoute! C'est toujours cette prise de conscience, en fait, cette observation, sans effectivement, comme tu dis, sans rejeter cette partie, cet ego, en fait. Mais cette observation avec un peu de distance, c'est ça qui nous permet, finalement, qu'ils prennent moins d'importance et d'avoir aussi plus de choix, plus de possibilités et probablement plus de paix, puisque quand on observe, on peut avoir plus de distance et plus de compréhension par rapport à ce qui se passe. Le tout, c'est de se dire qu'il est à mon service, mais il peut être à mon service dans l'excès. Mhm. L'ego, c'est vraiment, je choisis de faire une interview avec cette personne parce que ça vibre, j'aime ça. Avec une autre, non, ça vibre pas. C'est aussi de l'ego. Mais Mhm. là, il me pose pas, il crée pas des freins à mon bien-être. Il y a des situations où il va créer des freins à mon bien-être. Il va me raconter une histoire, vraiment une illusion que tant que tu n'as pas ceci, tant que tu n'as pas fait cela, tu peux pas te sentir de cette manière. Il va Ouais, me dire ouais. que pour me sentir belle, il faut que je perde 10 kilos. Mais je sais comment ça se ressent belle avant même de perdre 10 kilos. Et je peux garder l'option minceur, changement d'alimentation, sport, etc. Mais depuis, est-ce que je peux m'aimer comme je suis aujourd'hui? Est-ce que je Mhm. peux être en paix avec mon corps? Non, tu ne peux pas t'accepter tant que tu n'as pas obtenu une perte de poids. Mais bien sûr que si, je peux m'accepter et m'aimer, puisque même si, si je perds ce poids que je considère être un poids en trop, je sais comment je vais me sentir au bout. J'ai une idée là-bas. Donc je vais déplacer le être avant le faire et avoir. C'est aussi une formule du Ouais, bien-être importante. Parce ouais, qu'on ouais. pense qu'il faut d'abord faire et avoir et ensuite se sentir. Complètement. Là, c'est les dynamiques de l'ego. Je vais d'abord passer une énième formation, ensuite vais me sentir légitime. Ouais. Oui, c'est bon de passer une formation, ça va renforcer ma légitimité, mais si j'ai pas cette formation, elle ne va pas me supprimer ma légitimité de base. Ouais. Et ce que j'aime bien avec cet ego, c'est que souvent quand on dit ah, il a plein d'ego, ça va être, tu sais, cet ego de ah, je suis trop parfait, ah, je suis important. Mais en fait, je trouve que moi j'appelle ça comme ça, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais je dis il y a aussi beaucoup d'ego négatif dans la peur de je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci, j'ai peur de ça, mon Dieu, ça va mal se passer, etc. Et je trouve que du coup, finalement, il y a bien sûr différents types d'ego, mais on se concentre souvent sur ah, il a plein d'ego, le mec il s'y croit trop, il a trop confiance en lui, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont cet ego dans le négatif, à savoir non, non, je suis pas assez, je mérite pas, je vais jamais y arriver, je suis pas belle, etc. Tu vois, on parle pas assez de cette partie-là, je dirais. Ben, c'est de la dévalorisation intérieure, toujours au service d'un besoin. Regarde, Ouais. lorsqu'une personne se critique ou se dévalorise, je suis pas assez, je suis nulle, je mérite pas, c'est mal fait, etc. C'est pas ça lui plaît de se dévaloriser et de se juger. C'est ce jugement, il est au service d'un besoin non satisfait. On peut poser la question à la personne, quand tu te juges, tu espères quoi? Ben, j'espère changer, évoluer sur ce point. Imagine que tu as évolué sur ce point. Qu'est-ce qui sera satisfait en toi? Je me sentirai une belle personne. Donc le jugement est au service de l'amour. Grand Mm. paradoxe, hein? Ouais, ouais. Est-ce que je peux y aller directement comme j'irai à New York en avion et pas à la nage? Me juger est une condition de mon ego d'accéder au méritoire de l'amour. Si je me dévalorise, je vais enfin changer, je vais enfin progresser. Je ne vais pas oublier une tendance à l'évolution, au changement. euh, je vais viser la même chose, mais avec le soutien main dans la main à moi-même. Tu vois, je dis souvent, on peut être perfectionniste, être très minutieux, rigoureux, vérifier les choses. Ça peut être même kiffant si tu fais des calculs mathématiques ou tu travailles dans un domaine où il faut être vraiment, vraiment, vraiment très précis. Mhm. Tu peux être perfectionniste parce que c'est une tendance à l'intérieur, mais elle est assise sur ma valeur, que je fasse une erreur ou pas, c'est OK, je m'aime et je m'accepte. Mais j'ai envie de faire les choses super bien.
Mais s'il y a une erreur, c'est pas grave. Ouais. C'est mon option préférée. L'option minceur est une option que je préfère. Mais que je perde ce poids ou pas, tout va bien avec moi. Mon corps est un temple, je l'accueille comme il est. Mhm. Et là, si on parle de cette dimension de l'ego, on va voir qu'elle est toujours au service de quelque chose de bon pour nous. Maintenant, si on parle des autres et on dit il a un ego négatif, déjà dans l'évaluation négative, c'est un ego qui a évalué un autre ego. Moi, de par C'est- mon métier, ça m'intéresse pas tant ce que font les autres, mais ce que dit la personne. Voilà comment Mm. je me sens quand les autres. Voilà ce que je voudrais changer. Mais si quelqu'un a un ego négatif et on l'interroge, il dit non, non, moi j'ai un très bon ego, qu'il fasse ce qu'il veut. Ouais. Mais c'est marrant, ça me fait penser au fait que moi, je travaille beaucoup pour éviter de juger, parce que je trouve que finalement, bah, on se complaît dans le jugement. Ça veut dire qu'il y a de la comparaison. Derrière, il y a souvent un manque de confiance. Généralement, c'est ça, hein, ça peut être de la comparaison, etc. Mais c'est marrant, parce que du coup, je suis toujours en train d'observer justement cette partie d'ego qui veut juger. Parce que final, l'ego, il continue, hein, il fait son petit bout de chemin. Ah, ceci, à cela, tiens, cette personne, ça, nanana, elle a réussi, ou elle, ceci, je sais pas quoi. Et du coup, je reviens toujours, j'observe, après je reviens toujours à moi pour ne pas, tu veux, participer à cette boucle infernale du dialogue intérieur de l'ego, quoi. Mais c'est constant, hein, parce que même si moi je ne veux pas juger parce que je trouve que c'est pas bien, c'est pas important, c'est pas des bonnes ondes, j'ai pas envie de juger mon prochain, etc. Ben, on voit quand même que l'ego a envie, tu vois, mine de rien. Peut-être que ça se réduit au fur et à mesure, mais il y a toujours. Alors, Parce que aussi, je pense que ça reflète également mon passé, à savoir que je me jugeais énormément. Maintenant, pareil, je fais la même chose, que ce soit pour les autres personnes ou les autres situations ou moi-même. Mais quand il y a beaucoup finalement de jugement intérieur, il y en aura forcément beaucoup à l'extérieur. C'est ça aussi mon point. c'est chouette que tu as cette tendance de vouloir éviter de juger, mais la vraie question, si jamais il t'arrive de juger, est-ce qu'à ce moment-là, tu peux t'accueillir? Mhm. Je te partage une anecdote un peu modifiée pour pas que les personnes se reconnaissent, mais c'est l'anecdote de Madame Connasse. On prend l'avion avec un groupe de personnes, avion retour après des vacances, et on fait la queue à l'embarquement. À ce moment-là, deux personnes s'incrustent dans la queue d'embarquement et se mettent devant nous. Immédiatement, à l'intérieur de Olga ressurgit Madame Connasse. Olga connaît Madame Connasse par cœur. Olga l'aime, mais elle comprend de quoi Madame Connasse a besoin. Donc Madame Connasse dit, ouais, mais c'est pas possible, ils se sont mis devant, mais c'est n'importe quoi, mais c'est pas respectueux, etc. Et mes amis à côté me disent, mais tu es thérapeute, tu ne devrais pas juger les autres. Là, je me tourne vers mes copines et je leur dis, voyons cela de près. Actuellement, à l'intérieur de moi, il y a une sous-personnalité que j'appelle Madame Connasse. Je sais pourquoi elle est là. Elle a observé qu'il y a quelque chose qui s'appelle le non-respect à l'extérieur et il y a des résidus de je suis pas importante, vous m'avez pas vu, vous m'avez pas considéré qui arrivent. Donc, Madame Connasse, elle essaye de regagner du respect à l'extérieur avec le jugement. Si je le vois et que je l'accueille, j'ai deux choix. Je peux lui dire, écoute, tu vas te retrouver dans le même avion avec tout le monde qui fasse la queue devant ou pas. Ou je peux lui laisser 3 minutes de ouais, c'est pas normal, qu'est-ce qu'ils font là, etc. Tout en l'accueillant. Par contre, si je lui dis à Madame Connasse, ferme ta gueule, imagine la dynamique de l'ego qui se Ah produit. non, oui, non, 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 oui, répondre par ce même comportement, finalement, ça n'ira pas. Mais comme tu dis, c'est cette espèce de double présence de, ok, moi je suis la personne qui observe, l'énergie qui observe, et l'ego, je vais te laisser quelques minutes. Et vas-y, C'est dis ce que OK. tu as besoin de dire. Mais tu restes ici, tu es toujours dans cette distance finalement. Ouais, ouais. Tout à Ah, c'est fait. C'est super. OK, c'est un accueil, c'est une reconnaissance que oui, j'ai un besoin non satisfait. Je peux laisser Madame Connasse parler, ou je peux lui dire, écoute, tu es importante, même si ces deux personnes sont devant dans la queue. Ça ne veut pas dire que je vais rien faire. Je vais peut-être leur dire, allô, vous m'avez pas vu, mais ça va plus être du tout la même dynamique. Ça va être d'abord d'aller accueillir ce qui est blessé en moi et de l'apaiser. Et du coup, les copines, ils ont pris des notes. Que les thérapeutes pouvaient avoir des Madame Connasse à bord, de les accueillir et je reboucle là-dessus. Autrefois, ce que tu viens de dire me parle beaucoup. Je me jugeais, mais d'une manière galactique. Ensuite, je me suis dit, il faut pas que je juge. Pas que je juge les autres déjà. J'arrivais pas à ne pas juger. Je me suis dévalorisée à pas arriver à juger. Je me jugeais d'être incapable d'arrêter de juger. Hum, À hum. un moment donné, je me suis dit, ça me fatigue parce que je me juge pour tout. Et là, j'ai dit, je bouge à gauche, je bouge à droite, je ne sais pas quoi faire. Et tout le temps une dévalorisation.
ouais. Et là, j'ai dit, je m'accueille, que j'ai jugé ou pas. Je trouve ça super. C'est ni bien ni mal. Je suis cette personne qui, il y a 10 secondes, a jugé moi-même ou quelqu'un d'autre. C'est ni bien ni mal. Mais maintenant, qu'est-ce que je choisis? Donc, c'est décharger aussi cette polarité. Je suis une bonne personne, une mauvaise personne. Hmm. Je viens d'être dans le jugement. C'est ni bien ni mal. L'ego dit, comment ça, c'est ni bien ni mal? C'est super mal. Je Ouais. choisis de ne pas me juger pour cela. Et en même temps, qu'est-ce qui est important pour moi? Là, ici, le non-jugement me fait du bien. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas recommencer. Je suis complètement d'accord et je trouve que bah moi je parle beaucoup de compassion envers soi et on fait ce qu'on peut et c'est Voilà. ça qui c'est ce dialogue finalement encore une fois comme si tu parlais à ton inner child, ton enfant intérieur, etc., qui fait que du coup ça apaise. Mais je pense que le monde serait tellement différent si on réagissait tous d'abord dans notre monde intérieur avant de réagir. Enfin, tu vois, on parle il me semble que c'est respond before react. Parce que en fait c'est une manière de réagir différemment en fait, c'est à dire que d'abord toi tu te connectes à toi-même et ensuite tu peux gérer la situation et c'est ce qui permet par exemple d'éviter d'envoyer un mail, euh, tu sais, d'insultes à ton boss ou je sais pas à un collègue parce que ça t'a trigger, ça t'a activé, que t'es stressé. D'abord tu gères tes émotions, etc. Tu laisses effectivement parler cet ego qui puisse permettre de sortir toutes les phrases dont il a besoin. Tu ressens tes sensations, tes émotions et ensuite l'énergie ne sera absolument plus la même et effectivement tu peux répondre de manière différente. En tout cas, Madame Connasse, pour moi, ça serait quand même, selon mon ego, plus l'autre. Moi, je serais Madame Justice, tu vois. Je pense que j'aurais plutôt appelé ça comme ça. Pourquoi Mais bon, pas? bref, hein, c'est une appellation. Mais effectivement, je trouve que ce travail de sous-personnalité est aussi très important parce ça nous permet de comprendre qu'on est vraiment bah, des multiples personnes en fait. Il y a une personne en nous qui est remplie de sagesse, une autre qui est remplie d'impulsion, d'impulsivité, etc. Enfin, on a vraiment ces parties, on revient au début, hein, mais de dualité. Et quand tu les acceptes toutes, mais que tu as toujours cette distance de prise de conscience et tu es l'observateur, je trouve qu'effectivement c'est ça qui permet un véritable changement, quoi. C'est l'observateur intérieur et comme tu as dit, Ouais. le mouvement, il se fait d'abord à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Dans les métaphores, si un serpent te mord dans une forêt, tu vas pas lui courir derrière pour lui dire connard, tu mérites pas de vivre. Tu vas d'abord soigner la plaie. Tu vas Ouais. d'abord t'occuper de ce qui est blessé en toi et ensuite tu te diras, est-ce que ça vaut encore la peine de communiquer avec cette personne? Parce que le serpent, c'est une métaphore d'une personne inconfortable ou toxique. Enfin, c'est pas les personnes qui sont toxiques, mais leur comportement. Et tu peux, dans un deuxième temps, de choisir qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'envoie comme mail. Mais d'abord, je vais aller prendre une bonne respiration, d'oxygéner mon corps, d'apaiser ce qui est blessé en moi. Comme Ouais. dans les avions, on nous dit le masque à oxygène quand il tombe, c'est sur soi qu'il faut le mettre. Oui, Je plutôt que les enfants respire. tout de suite, ouais. Ouais. Oui, c'est surtout valable pour les enfants, parce que si dans l'avion, tu mets le masque sur l'enfant et tu meurs en tant qu'adulte à côté, qu'est-ce qui va se passer après? Ben, il n'y a plus personne. La métaphore, elle Caput. va au-delà. C'est moi d'abord, je respire, j'apaise ce qui est blessé en moi. Et ensuite, d'après mes valeurs éthiques, morales et mes principes de vie, je vais voir comment je communique avec l'autre. Mhm. Qu'est-ce que je dis à mon patron? Je Ouais. peux dire à mon patron qu'il est injuste sans avoir apaisé en moi cet enfant qui hurle, je suis rien ni personne. Je peux faire les deux. D'abord intérieur et ensuite un mouvement extérieur. Ouais. Ouais. Complètement. Parlons un petit peu de cet espace que j'aime beaucoup, l'espace du cœur. La plupart du temps, on vit dans le mental, avec ces fameuses croyances limitantes dont on vient de parler, des émotions plutôt basse fréquence, ou tout simplement la répression de ces émotions. Comment faire pour commencer à vivre depuis cet espace? Euh, Pareil, comme un petit piège dans la question, comment faire pour être? Parce que cet espace du cœur, c'est l'espace du ressenti, l'espace du verbe être et se sentir. Mais je Mhm. vais quand même me répondre comment faire. Euh, Soit on vit depuis le mental euh, et on peut mentaliser énormément de choses, être déconnecté de notre corps, soit on peut connecter les deux. C'est pas vivre que depuis le cœur ou que depuis la tête, c'est les deux ensemble. C'est de descendre son attention vers cette région-là. Ça peut être parce que je suis descendue avec mon phare de conscience vers la région du cœur, ça peut être parce que j'ai posé la main sur le cœur.
Et là, n'importe quel protocole, n'importe quel outil, n'importe quelle perception des choses va être différente si je descends vers le cœur. L'espace du cœur, c'est un espace où il y a un champ électromagnétique transformateur beaucoup plus rapide que ce que la tête permet. Mhm. Donc, par exemple, quand je fais les protocoles, quand je fais des prières, quand je me parle, je fais d'abord ce mouvement, cette impulsion de descendre ici. Je fais Parce que pareil. si je me mentalise quelque chose que depuis la tête, ça peut marcher, mais c'est très très long. C'est comme de faire une psychothérapie, psychanalyse pendant des années et des années sans jamais toucher la sphère des émotions et du corps. Ça marche, mais au prix de combien d'années? Si on connecte le mental et le cœur, là, les changements peuvent être déjà plus grands. Moi, je parle de cet espace comme une des clés psychospirituelles où, même si tu écoutes une méditation, que tu l'écoutes depuis cet espace, les résultats vont être différents que si tu la mentalises uniquement. Ouais. Ouais, moi je trouve que, enfin, je suis complètement fan de Heart Math. Donc c'est l'institut, bon, toi tu connais, mais pour ceux qui ne connaissent pas, l'institut américain qui justement étudie finalement le champ électromagnétique du cœur. Et c'est vrai que moi j'ai commencé, c'est en pensant généralement, donc je respirais par le cœur, donc je respire par le cœur. Déjà ça me permet de me connecter à cette zone. Je touche comme toi, je mets la main dans mon cœur et j'ai commencé. Ce qui a fonctionné pour moi, c'est de respirer en imaginant mon chien, en fait, que j'adore. Donc toi ça peut être ton petit chaton. Ou n'importe qui pour ceux qui veulent, même un souvenir des fois. Et en fait, j'ai senti au fur et à mesure qu'il y avait une sorte d'énergie, une sorte d'ouverture du cœur qui se faisait. Ouais, une sorte de pétillement dans le cœur en fait. Et j'essaye de faire ça tous les jours. Notamment quand je suis stressée, pour revenir au cœur plutôt que de rester dans les viscères qui sont, tu sais, dans le nœud. Bah, je fais un petit peu d'aller-retour et je trouve que ça fonctionne super bien. Et comme tu dis, bah, avant de, je sais pas, par exemple, de répondre à un mail ou de vivre ta vie qui peut être un peu stressante, bah, hop, se reconnecter au cœur, notamment avant un podcast, par exemple. Ça permet, fiouf, de descendre du mental, le petit ascenseur qui descend vers le cœur, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a quelque chose de très simple. Il y a ta technique qui fonctionne. Ça peut être imaginer son animal, un souvenir, une respiration. Mais c'est quelque chose qui, pour les kinesthésiques, moi je suis très kinesthésique, c'est simple. Ta conscience, tu peux l'envoyer dans n'importe quel endroit de ton corps. Là, actuellement, tu peux l'envoyer dans l'orteil, le grand orteil du pied droit. Et de sentir, est-ce que c'est détendu, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que ça appuie sur le sol ou est-ce que c'est suspendu? Et là, ta conscience est descendue. Tout comme Mm. tu peux ressentir, par exemple, est-ce que le pantalon ou la jupe ne serre pas trop la taille, par exemple. C'est-à-dire que ta conscience sur quelque chose qui était inconscient jusqu'à présent est descendue à un endroit. Mais c'est la même chose que d'envoyer ta conscience dans cette région-là. Mhm. Mm. Juste sentir que c'est un exercice difficile quand on parle à quelqu'un, mais c'est faisable de tenir l'attention sur l'interlocuteur et en même temps de descendre dans cette zone. Ouais, 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 ouais. C'est des choses qu'on fait dans des formations. Essayez de parler à l'autre et pendant que vous parlez à l'autre, ne pas vous faire absorber que par ce qu'il raconte, mais d'écouter depuis cet espace. C'est-à-dire juste de rester là, présent au niveau de la région du cœur. Mm. Ouais. Et ça change, c'est pas pareil. Ah ouais. Tout Ah, comme on peut être attentif à l'autre, être dans la région du cœur et aussi de connecter les antennes là-haut. Et là, tu es dans trois dimensions différentes à la fois. C'est encore plus compliqué, mais ça nous permet d'être chez soi, avec l'autre et branché avec nos antennes intuitives. ouais. Ouais, ouais, complètement, c'est super. Et c'est ça aussi, je te dis, c'est ce que j'aime bien dire, j'en avais parlé plusieurs fois dans des posts, tu sais, c'est que souvent, bah, je pense qu'évidemment c'est l'ego, mais quand tu dialogues avec une personne, tu as envie de répondre. Des fois, tu n'écoutes même pas ce que la personne répond parce que tu as envie. Et c'est apprendre à... l'énergie, tu la vois, tu la remets dans le corps et t'attends que la personne, elle ait dit ce qu'elle a besoin, tu te connectes à elle, tu as cette intention-là et ensuite tu répondras et ça viendra tout seul. D'ailleurs, tu n'as même pas besoin de préparer ta réponse. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire beaucoup. Alors, je sais que le terme j'essaye de faire, nanana, c'est pas forcément parfait, mais je trouve en tout cas, ça fonctionne bien. Et comme tu dis, quand tu dis rester dans ton cœur quand tu es en train de parler à quelqu'un, je trouve ça super. Parce que tout de suite, tu es plus ancré. Tu es moins dans le Absolument. mental, donc tu es moins dans l'activation sympathique. Enfin, il y a vraiment un truc qui se passe qui est beaucoup plus ouais, dans l'ancrage, quoi. Et surtout que souvent, on écoute pour, non pas pour écouter, mais pour répondre. C'est ça.
comme un match de tennis. Un qui envoie la balle. Attends, je te la renvoie tout de suite, j'ai un Ouais, truc à dire. On écoute pour répondre et non pas pour interagir. ouais. Et si je suis chez moi dans mon corps en laissant l'autre parler, je le laisse terminer et après, je peux intervenir. Mais ça, c'est notre côté enfant aussi. Attends, attends, j'ai un truc à dire, j'ai un truc à chose à dire. Moi, c'est mon compagnon souvent qui me dit, tu m'as encore coupé la parole, j'ai pas fini ma phrase. Et là, je dis, dis-le-moi autant de fois que nécessaire. Ouais. Parce que des fois, il y a ce côté spontané, j'ai envie de répondre, et en fait, bah non, l'autre, il n'a pas fini sa phrase. Hmm. Ouais, ouais, complètement. Le petit rappel. Tu dis, et j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, que la maladie est tout sauf une erreur et que le corps est une machine très intelligente. Chaque symptôme a un sens et c'est ce que j'explique tout le temps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que je trouve ça vraiment tellement intéressant et tellement important. Bien sûr, je vais avant mettre une précaution très évidente. Euh, la maladie a un sens, on peut découvrir son sens, mais ça n'annule pas les traitements médicaux. C'est complémentaire. À partir de là, chacun son domaine. Si je parle du corps comme d'un espace interconnecté où les cellules sont connectées au psychisme, le psychisme est connecté aussi avec des sphères plus hautes, avec l'âme, l'esprit, etc. Euh, pour moi, il n'y a rien qui puisse être une erreur dans l'organisme. Euh, si la maladie était une solution, mais qui est censée être temporaire, pas définitive, à un problème d'ordre plus grave, spirituel, psychologique, à quoi est-elle une solution? Si nous avons cette gymnastique de se dire mon symptôme qui me fait mal, oui, n'est pas là pour me faire souffrir définitivement, il est là pour m'informer de quelque chose. De quoi il m'informe? Si on a cette logique-là, on peut permettre à notre corps, en complément avec des traitements médicaux, de se rééquilibrer. Donc, Mhm. une personne, je donne des exemples que tout le monde comprend. Lorsqu'une personne a des problèmes d'audition, quelle est l'utilité de couper le son et ne pas entendre? Ben, c'est une utilité à ne pas me sentir stressée si j'entends des propos désagréables. La surdité en elle n'est pas tant un problème, même si c'est inconfortable bien sûr, elle est une solution euh, biologique à un problème d'ordre psycho-émotionnel. Exemple, c'est un homme qui vient en thérapie, il dit, je n'entends pas les aigus. Il entend les graves. Ok, est-ce que vous pouvez me dire à quoi ressemblerait un son aigu? Ce serait quoi comme son? Qu'est-ce que ça peut être? Il dit, bah, c'est la voix d'une femme. La voix d'une femme qui crie, qui gueule. Et on s'aperçoit que lorsque sa femme lui fait des reproches, etc., elle est sur une voix aiguë. Et ça le stresse, ça lui fait comprendre, je ne suis pas aimée ici. Et comme ce stress n'est pas libéré par le corps, la biologie vient solutionner cela. Mais c'est censé être temporaire jusqu'à ce que je trouve une solution pour libérer ma charge émotionnelle. Euh, Ça, c'est un exemple qui est très simple pour les personnes. Mais par exemple, si je prends les muscles sont là pour la puissance du corps, pour donner des mouvements au corps. On peut nous parler de l'impuissance quelque part. Je n'arrive pas à me sentir puissante. Je peux avoir une fonte musculaire ou au contraire Hmm. une rigidité au niveau des muscles. Je ne vais pas rentrer dans le décodage biologique en détail, mais chaque symptôme est une solution à quelque chose. Une Je trouve ça polyarthrite intéressant, ouais. Enfin, Polyarthrite rhumatoïde sur ouais. le corps, par exemple, sur une personne, c'est une maladie auto-immune, c'est le corps, l'organisme qui se retourne contre lui-même. Quelle est l'utilité de se retourner contre soi? Pour la tête, c'est absurde. Tout comme les cancers, c'est absurde. Mais si je me retourne contre moi-même, c'est peut-être qu'il y a une forme de colère, je m'en veux quelque part. Et là, on découvre un geste coupable que la personne considère comme mauvais. J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû me comporter comme ça. Ce que j'ai fait est mauvais. Je suis une mauvaise personne. Et elle a des raideurs au niveau des doigts. Lorsqu'on découvre ça, qu'elle est tellement en colère contre elle-même et qu'on permet une approche plus douce avec de la compassion et le pardon, les crises
s'espacent, ils sont espacés, ils sont éloignés. Je ne veux pas dire qu'on peut tout soigner avec le décodage biologique, mais on a un apaisement dans le corps qui se produit. Cette tendance à dire quelle est l'utilité, Hmm. quelle est Et justement, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le décodage biologique? Ben, le décodage biologique, il fait un lien entre les symptômes physiques et les maladies et les conflits psycho-émotionnels qui peuvent être à l'origine de ça. Une fois de plus, on n'oublie pas que la médecine est là pour nous aider. Mais la médecine, elle s'occupe de réguler le corps sur le plan biochimique. Elle fait une opération, elle donne une pilule, elle régule par quelque chose de chimique pour restaurer un équilibre. Mais pendant que mon médecin va me faire une ablation de, je sais pas, d'un organe, sur le scanner qu'il m'a montré, il n'a pas vu que le vendredi après-midi, il y a 2 ans, j'ai vécu un choc émotionnel fort. Donc le décodage biologique, il va faire le lien entre quelle est la fonction de cet organe, puisque le symptôme arrive sur cet organe, à quoi il sert, et elle va pouvoir, comme un détecteur privé, devenir faire une supposition et une hypothèse de ce que la personne a pu vivre. C'est toujours des suppositions qui se vérifient avec les personnes. C'est pas parce qu'on a décidé que c'est comme ça. On va faire une supposition en fonction du tissu, de l'organe, de qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il rajoute quelque chose? Est-ce qu'il enlève quelque chose dans le corps? Et le décodeur, thérapeute décodeur, il fait ce travail de détective privé jusqu'à ce qu'il trouve et que ça fasse sens pour la personne qui vient nous voir. Et ensuite, on fait de la thérapie de la libération émotionnelle des blocages. Tu vois, par exemple, sur un cancer du sein, une personne, elle va aller faire ses traitements avec la médecine, mais elle peut aussi travailler au même moment sur ses peurs par rapport à perdre son enfant, être séparée de son enfant, parce que les seins aussi servent à protéger et nourrir un enfant. Donc, dans ce cas-là, elle fait un formidable travail où elle laisse son corps à la médecine et son psychisme au thérapeute. Ouais, ouais, super. Et c'est quoi le lien entre la polarité et la maladie? Euh, alors, tu parles des polarités chargées. Ouais, probablement. Les polarités chargées, oui, je vois, il y a un passage dans mon livre sur certaines polarités qui peuvent être chargées et qui peuvent à elles-mêmes générer des blocages dans le corps. Par exemple, lorsqu'une personne entend un diagnostic chez le médecin, souvent, elle n'est pas tant en choc et elle n'est pas tant malade de son symptôme qu'elle fait un choc émotionnel sur le diagnostic qu'on lui fait. À ce Mhm. moment-là, elle entend mourir. Oui, c'est vrai. Mm, mm. Donc mourir, surtout pas ça, surtout pas ça. Je veux vivre. Elle est déjà dans la dualité. Je veux vivre, mais pas mourir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on peut s'identifier par fusion. Je veux et j'aime, et par opposition, je ne veux pas, surtout pas. C'est aussi une identification. C'est d'amener la personne à voir est-ce qu'elle fait pas, est-ce qu'elle charge pas des dualités dans son psychisme en lien avec la maladie. Des fois, par exemple, euh, vieillesse, jeunesse, ça peut être des charges très fortes. Vivre, mourir, c'est des charges très très fortes aussi. Il y en a plein d'autres. Là, j'avoue que cet aspect, je l'ai vraiment posé dans le livre, mais c'est comme avec les peurs. Même chose, si j'ai peur de quelque chose, euh, je n'ai pas envie de le vivre, je le charge. Donc du coup, il Ça faut peut donner. égaliser les deux pôles opposés, c'est ça? C'est mieux de chercher avec la personne ce qui se passe. La plupart du temps, les gens qui sont déjà malades ou ont des symptômes assez lourds, ils ont créé un gros conflit avec la maladie elle-même. Donc, ils viennent avec un objectif très noble, très joli, je veux être en parfaite santé. Très bien. Qu'est-ce que ça signifie être en parfaite santé pour vous? Surtout pas être malade. Je dis, j'ai une nouvelle pas très bonne pour vous, mais à la fois une bonne nouvelle, c'est que si pour vous être en bonne santé, c'est surtout pas être malade, euh, j'aimerais vous amener vers une perspective de être en bonne santé, c'est être en paix avec la maladie aussi. Et ça, les personnes ils ont des difficultés à l'entendre. Ouais. Une santé optimale, me sentir guéri, je dis bien me sentir guéri à l'intérieur, c'est je suis en paix avec les cellules cancéreuses qui se baladent dans mon corps actuellement. Je suis en paix avec une tendinite. Mais la plupart du temps, là, on a l'ego qui arrive qui dit, t'as fait ta petite méditation en séance, tu ouvres les yeux, ta tumeur est encore là.
Tant qu'elle est là dans ton corps, tu peux pas Je peux être pas te mentir. guidé. Ouais. Je peux me sentir équilibrée même si j'ai un problème dans mon corps. Je lui dis pas oui. Je dis à ma neutralité par rapport à lui. Et là, ça va être une décharge de polarité qu'on a trouvée en lien avec les maladies. Ouais. Est-ce que tu dirais que aimer toutes nos facettes, aimer tous ces symptômes, même ceux qui nous font très peur, le fait d'aimer, d'avoir de la compassion envers tout ça, est-ce que c'est ça qui va égaliser ces deux pôles, qui va neutraliser? Oui, l'idée derrière est d'être en paix avec. Parce que aimer, c'est peut-être un mot qui va être mal compris par les personnes. Comment je peux aimer ma maladie? Est-ce que tu peux être en paix, neutre, Mhm. ne pas l'évaluer? Là, oui. Mais si la personne elle dit il faut que j'aime mon symptôme, elle est déjà dans un conflit où elle ne l'aime pas et elle se force. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais l'idée, c'est mon corps est un temple. La santé, c'est pas un état figé, c'est un état en mouvement. Des fois un peu plus de fatigue, des fois un peu plus de vitalité, etc. C'est très complexe. Mais ne pas se forcer à aimer quelque chose, c'est aussi de l'amour, paradoxalement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, bien sûr. C'est de la neutralité sans évaluer. Mhm. Mon corps est, et actuellement il se déroule tel phénomène à bord. Est-ce que je peux me positionner comme un observateur qui le voit, mais qui n'impose pas une note, une étiquette, un badge, une évaluation? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est correct ou incorrect? Ce qui Là, est oui. évidemment très dur pour beaucoup de gens. Et dans ces cas-là, il y a des montées de sensations. Et c'est là où on peut revenir au protocole du début dont on a parlé, enfin dont tu as parlé, ressentir Oui. justement la peur qui se manifeste. Oui, et il y a des choses qui sont faisables, possibles. Mon livre peut apprendre énormément là-dessus, mais attention, il ne remplace pas la thérapie individuelle. Il y a des personnes qui, seulement avec un thérapeute, qui pourront débloquer quelque chose, parce qu'elles n'ont pas de Ouais, recul dessus. ouais, Donc, ouais. il y a certaines choses, oui, on peut les libérer, mais pas tout. Parce Bien qu'on ne le sûr. voit pas, hein, si tu as un poisson dans un aquarium, tu vois pas l'aquarium ni l'eau dans laquelle tu nages. Il faut une métaposition extérieure Ouais. et à voir qu'est-ce qui se passe. Ouais. Et oui, oui, le lâcher-prise sera de toute façon en filigrane dans toutes les pages, hein. Hmm. Et j'ai une dernière question avant d'arrêter ce petit épisode passionnant. On peut avoir un taux vibratoire bas ou un taux vibratoire haut, ça dépend évidemment des périodes de vie, mais dans tous les cas, il est vrai que l'on vit souvent dans les regrets du passé ou l'anticipation anxieuse du futur. Bref, dans un stress constant pour l'organisme, comment faire pour changer ça et augmenter notre taux vibratoire? Alors, je voudrais juste reprendre sur quelque chose qui est absolument classique et naturel. C'est plus le niveau vibratoire que le taux, mais on en parle énormément du taux vibratoire. Il n'y a pas de taux comme taux d'endettement, taux de globules rouges. C'est un niveau, mais tout le monde emploie ce terme taux vibratoire. Euh, le niveau vibratoire, si les personnes souhaitent l'explorer, le faire évoluer, le faire monter, faut-il d'abord qu'elle se pose la question, pourquoi je le fais? Quel est le sens de cette démarche? Est-ce que c'est un truc à la mode ou est-ce que c'est vraiment, j'y vois du sens à me sentir équilibrée avec des flux harmonieux sur le plan mental, émotionnel, physique, spirituel, énergétique? Si ça a du sens pour moi, bah, là, il y a plein de points comme revoir son alimentation, voir ses pensées, apaiser ses conflits intérieurs, voir ce qu'on respire, avec qui on communique, comment on dort. Tout ça, ça peut être, comment dire, euh, revu en même temps. Tu vois, c'est Mhm. avec quelle énergie j'écoute les informations, qu'est-ce que je pense de ma belle-mère et de mon futur, est-ce que j'ai des craintes par rapport à mon animal, etc. Mais qu'est-ce que je mange dans mon assiette, comment je bouge. Le niveau vibratoire, il se monte par plein de choses, à commencer par sortir dehors et aller au contact avec la nature. Je ne sais pas si Ouais. je réponds à ta question ou si je suis partie un peu... Ah, non, non, je suis d'accord qu'il y a effectivement les bases, on va dire l'hygiène de vie, mais peut-être d'un point de vue plus dans les pensées, dans le travail intérieur, dans les peurs, dans ce travail de l'ego finalement.
En fait, c'est ça, hein. Euh, Dans la spiritualité, il y a une dimension qui nous dépasse. Bien sûr, on est là, on est un être incarné et notre enveloppe physique va mourir. Mais il y a quelque chose qui va rester dans l'invisible, dans le vibratoire, dans l'immatériel. Si à tout moment de la journée, je peux me rappeler que quoi qu'il arrive, même si je m'éteins dans la matière, je continue d'exister sous une autre forme. Est-ce que ça ne va pas ramener déjà à un équilibre chez la personne? Quoi qu'il se passe, je dis pas oui au bordel extérieur, je dis pas oui Hmm. au chaos. Je dis oui à le traverser avec ma pleine présence. Euh, Petit exemple là, qui me vient à l'esprit, c'est une personne avec qui je rentre dans une cathédrale ou une église, je sais plus, et elle me dit, il faut absolument se protéger ici parce que ton niveau vibratoire va baisser, tu te rends compte, il y a peut-être des âmes qui se baladent ou des entités, et il faut vraiment que je me protège, je me mette dans une bulle de lumière. Et moi, je lui dis, bah, écoute, moi, je ne vais pas me mettre dans une bulle de lumière et rentrer dans cet endroit-là. Mais tu te rends compte, tu peux absorber des choses. Rien que l'idée d'avoir peur d'absorber des choses et des entités est déjà synonyme que je suis pas très stable à l'intérieur. Je dis pas oui à supprimer les bulles énergétiques. Je dis oui à d'abord se recentrer. Qu'il y ait une bulle ou pas, quoi qu'il se passe, même s'il y a une entité qui rentre, une énergie avec laquelle je suis en contact, je m'en sortirai. J'ai la foi en moi. J'ai toutes les capacités pour être en contact, en pleine présence en moi. Du mieux que je peux, avec ce que j'ai, pas toujours en pleine présence, mais du mieux que je peux. Et là, je peux me Hmm. poser la question, est-ce que la bulle est encore nécessaire? Peut-être que oui, mais peut-être que non. Donc, le Hmm. niveau vibratoire, c'est d'observer comment j'aborde le monde extérieur, avec euh, quelle crainte, qu'est-ce que je redoute, quelle émotion. Ouais. Pour moi, ça va passer plus, parce que c'est mon métier, par l'émotionnel. Par le est-ce que je suis ici? Est-ce que j'ai peur de quelque chose? Est-ce que je suis triste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'ennuie? Quoi? Mais de quoi j'ai besoin? Et toutes ces autres techniques, c'est complémentaire. Et ça ne va pas le remplacer, c'est ce contact avec soi. Mhm. Ouais. Après, ça peut être mettre de la sauge dans la maison, méditer, acheter des bols tibétains. Enfin, Non, mais je suis complètement d'accord. Justement, ça, c'est quelque part, c'est un peu du bypass. Il y a la peur au fond de nous, mais du coup, on se rassure en mettant de la sauge, tu vois, en ayant des cristaux, etc. Mais au final, comme tu dis, ce qu'on a besoin, c'est de se centrer, c'est d'avoir la confiance en nous, dans nos cellules, et c'est ça qu'on apprend en travaillant sur nous, bien entendu. Mais c'est ça le plus beau, c'est ça le plus fort. C'est pas forcément la bulle de protection. C'est que la bulle, tu la crées par finalement, comment dire, le niveau vibratoire de tes cellules. Comment elles se sentent en fait. Est-ce que tu vis dans la peur? Est-ce que tu vis dans la confiance, dans la paix? Ouais. te dire aussi, tu vois, peut-être pour terminer sur cette question, c'est que nous sommes des êtres humains, on va être affectés encore par des choses. Si on veut absolument une quête d'un bien-être absolu et ne jamais souffrir, on est encore dans un conflit. Je veux le bien-être, mais jamais aucune émotion inconfortable. Tant que je suis vivant, vivante, je peux être affectée, traverser des deuils. Mais la vraie question, est-ce que je suis avec moi ou sans moi? Mm. Je suis dans mon corps. Est-ce que je m'autorise à ressentir cela ou est-ce que je bouge vers la positivité surjouée? Il faut que j'ai absolument une pensée positive. Il faut absolument que je pense des belles choses. Oui, mais si c'est il faut et je dois, je suis déjà dans une injonction. Est-ce que je peux Mm. me permettre et m'autoriser à traverser ce que je traverse, sans me dire que ça va me noyer et me submerger, sans me dire que ça va être tout le temps là. Actuellement, je ressens quelque chose. Qu'est-ce que c'est comme sensation? Est-ce que je peux aller la visiter? Et là, Complètement. freestyle je parle à mon enfant intérieur, je mets une bulle énergétique, j'ai plein de choses, mais en contact avec moi. Je me recentre. Pas Ouais, pour éviter la sensation. exactement. Ouais. Merci Olga, c'était super intéressant. Et je vous conseille à mes auditeurs de lire ce livre parce qu'il est très complet et que vous aurez beaucoup plus d'infos. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te contacter si on veut avoir une séance avec toi? Olga Alexandrova, vous tapez ça sur les moteurs de recherche. Mon site sort tout de suite. Sinon, c'est Instagram, olga.alexandrova.thérapeute. Il y a YouTube, il y a d'autres choses, agenda. C'est très, 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 très bien référencé pour tomber de suite sur sur mon site.
Merci beaucoup. Merci Léna pour cette interview et ce partage. Merci.